Les chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO sont en sommet extraordinaire à Accra, au Ghana. Au menu, la crise au Burkina Faso et le virus Ebola. Le sommet ouvert ce jeudi s'achève demain. La journée de la mer célébrée chaque 30 septembre a été marquée aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Thème national, convention de l'Organisation maritime internationale, application efficace. Le ministre des Transports annonce d'importants projets pour renforcer les capacités des ports d'Abidjan et de San Pedro. Discop Africa 2014 a ouvert ses portes hier en Afrique du Sud. La Côte d'Ivoire est invitée d'honneur. La ministre de la Communication fait la promotion de l'industrie audiovisuelle et cinématographique ivoirienne. Le sélectionneur de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire a publié cet après-midi une liste de 24 joueurs pour les matchs décisifs Côte d'Ivoire, Sierra Leone et Côte d'Ivoire-Cameroun. Didier Zokora, Maestro et Kolo Touré retrouvent les éléphants pour ces deux matchs. Bonsoir à tous. Merci de choisir le journal du RTI1 pour vous informer. À suivre également dans cette édition, le dossier du jeudi. Nous nous intéressons aujourd'hui à l'automédication. Quels sont les risques liés à la pratique? Que disent les spécialistes de la santé? L'automédication, quel danger pour la santé? Élément de réponse dans le dossier du jeudi, ce sera dans quelques minutes. Commençons par le sommet extraordinaire de la CEDEAO, ouvert aujourd'hui à Accra au Ghana. Au menu, la crise au Burkina Faso et le virus Ebola. Les dirigeants de l'Afrique de l'Ouest, dont le président ivoirien, veulent trouver les voies et moyens pour une sortie des crises au Burkina Faso et faire le point de la situation sanitaire dans les États membres affectés par le virus Ebola. Jérôme Kofi Abolin est notre envoyé spécial à Accra. Sommet extraordinaire de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest à Accra, la capitale ghanéenne. Le président du Ghana, John Dramani Mahama, président en exercice de la CEDEAO, a dans son allocution de bienvenue salué la présence des chefs d'État et de gouvernement, au nombre desquels le président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara. Il les a félicités pour les efforts sans cesse déployés pour faire face à cette maladie à virus Ebola. Lui emboîtant le pas, le président de la commission de la CEDEAO a rappelé l'importance de la mise en place d'un fonds de solidarité à cette même fin à l'occasion de la 45e session ordinaire de la communauté. Aujourd'hui, notre première priorité consiste à arrêter sans délai la progression de l'épidémie, empêcher son extension à d'autres pays et l'éradiquer le plus rapidement possible. Aux citoyens de notre communauté qui suivent la rencontre d'Accra avec beaucoup d'espoir, je donne la ferme assurance que la Commission mettra tout en œuvre pour l'exécution diligente et intégrale des décisions qui seront issues de vos délibérations, de manière à débarrasser notre région définitivement de la fièvre à virus Ebola. Un autre fait majeur concernant toujours Ebola, la remise d'un chèque d'un montant de 1 500 000 $, soit environ 750 millions de francs CFA, par le président béninois Yahi Boni. Il s'agit d'une marque de solidarité des pays de l'UEMOA envers les 3 pays touchés, à savoir la Guinée, le Libéria et la Sierra Leone. Décision prise lors du 20e anniversaire de cette institution qui s'est déroulée récemment à Ouagadougou. Et puis, concernant la situation au Burkina Faso, la rencontre d'Accra entend s'accorder sur une feuille de route garantissant le rétablissement de l'ordre constitutionnel. Cela conformément au principe de tolérance zéro pour toute accession aux droits non démocratiques et à l'attachement de l'état de droit. Loin du Ghana, en Inde, se tient le Forum économique mondial. La délégation ivoirienne, conduite par le Premier ministre, a pris part à un panel sur la sécurité alimentaire au 2e jour de ce forum. Daniel Kablan-Duncan a partagé la vision de la Côte d'Ivoire sur le sujet. Sécurité alimentaire et environnement, c'est le thème qu'il a développé. Le reportage de notre envoyé spécial en Inde, Noël Nyagno. Un panel d'hommes de qualité pour une question stratégique pour ce 2e jour de la conférence mondiale de l'économie, la sécurité alimentaire. Les panélistes, le Premier ministre de Côte d'Ivoire, un industriel de renom, des opérateurs économiques exerçant dans le secteur de l'agro-industrie et dans la production d'outils agricoles, tous indiens. Le modérateur, le premier responsable de l'USAID, tout cela pour souligner l'importance de la sécurité alimentaire. Durée des échanges,
1 heure. Comment produire et bien produire tout en se préoccupant de l'environnement? Ces questions et bien d'autres ont meublé ces échanges. La Côte d'Ivoire s'est donné les moyens de relever le défi de la sécurité alimentaire. Dans le cadre donc, du programme du président Alassane Ouattara, nous avons un programme de sécurité alimentaire qui couvre la période 2012-2016 avec pour objectif d'investir 4 milliards de dollars, autour de 2020 milliards de francs CFA sur les 5 ans et financé 60% par le secteur privé et 40% par l'État et qui a permis de créer 2 400 000 emplois et doit améliorer le revenu du monde paysan. Et c'est une sorte de révolution verte. Une chose est sûre, les réflexions ont été faites, les pistes de solutions identifiées par les panélistes. Ici en Côte d'Ivoire, le ministre des Transports annonce d'importants projets pour renforcer les capacités des ports autonomes d'Abidjan et de San Pedro. Il compte également accentuer la lutte contre la piraterie, les voiles à main armées sur les navires et dans les océans. Déclaration faite aujourd'hui même à l'occasion de la 37e journée de la mer, journée marquée ce jeudi en Côte d'Ivoire, mais célébrée chaque 30 septembre. Le reportage de Francis Boifou. 2015, décrété année des affaires maritimes au ministère des Transports, avec pour priorité le renforcement du dispositif sécuritaire sur les navires et dans les océans. 2015 verra également la réalisation d'importants projets au port autonome d'Abidjan et de San Pedro. Nous avons l'élargissement et l'approfondissement du port autonome d'Abidjan, la modernisation des quais, la construction du deuxième terminal à conteneurs, le remblai de 300 hectares, la modernisation du port de pêche au niveau de San Pedro. Nous allons faire le plus grand port minéralier d'Afrique de l'Ouest. Outre les infrastructures portuaires, le ministre des Transports annonce l'exploitation de la voie lagunaire par d'autres compagnies de transport. En plus de la Sotra, nous aurons 2 sociétés importante où le capital est majoritairement détenu par des Ivoiriens, appuyé par des multinationales de référence dans le secteur maritime qui vont assurer le transport par bateau-bus pour qu'on puisse régler le problème des déplacements à moindre coût. À cette cérémonie marquant la célébration de la 37e journée nationale de la mer, le ministre des Transports Gawusu Touré s'est engagé à faire voter bientôt le nouveau code marin et à ratifier toutes les conventions internationales signées par la Côte d'Ivoire dans le secteur maritime. À présent, rendons-nous au Bénin où se tiennent les assises de l'OMS. Les 47 ministres de la Santé en Afrique ont porté leur choix sur la candidate du Botswana pour succéder au Dr Luis Sambo. Pourquoi ce choix, qui est la nouvelle directrice régionale de l'OMS en Afrique? Quels sont ses projets pour l'Afrique dans le domaine de la santé? Élément de réponse avec notre envoyé spécial au Bénin, Delphine Blas. C'était un vrai concours. La nouvelle directrice de l'OMS pour l'Afrique est connue depuis ce mercredi 5 novembre 2014. Elle a été élue par 28 voix sur 46. Botswanaise et âgée de 59 ans, Matshidiso Rebecca Moeti a acquis plus de 35 années d'expérience au niveau national et international en matière de santé publique avec l'OMS, l'UNICEF, l'ONU-SIDA. Première femme à briguer ce poste, elle était jusqu'en mars dernier l'adjointe du directeur régional sortant de l'OMS pour l'Afrique, Dr Louis Gomez Sambo. Aujourd'hui, la candidate du Botswana entend travailler de commun accord avec les 47 pays membres. L'Ivoirienne Ndri Yoman-Thérèse, malgré le soutien populaire et l'optimisme de ses compatriotes, n'a pas été élue. Elle aurait pu être en bonne position et remporter si et seulement si l'Afrique de l'Ouest était soudée, solidaire et si elle avait représenté une seule candidature au lieu de 3. Mais le comité reconnaît les compétences de la candidate ivoirienne. Les participants apprécient le parcours
d'une Ivoirienne de conviction, dynamique, avec un programme bien ficelé. C'est quelqu'un que nous apprécions et d'ailleurs sa présentation a été formidable. Vraiment, je la félicite pour tout ce qu'elle a fait, déjà pour la Côte d'Ivoire et pour certains pays où elle est passée pour un appui. Des messages d'encouragement pour dire que l'espoir est permis. Ndrioma Thérèse ne baisse pas les bras. Elle entend relever d'autres challenges. Place à présent au dossier de ce jeudi. L'automédication est le sujet du dossier de ce jeudi. La pratique courante, nous dit notre reporter dans ce dossier que vous allez suivre maintenant. Ils sont nombreux à se soigner sans ordonnance médicale. Pourquoi le font-ils? Savent-ils les risques liés à cette pratique? Que disent les spécialistes de la santé? Réponse dans le dossier du jeudi signé Grace Kando. À Kouedo, dans la commune de Cocody. Sur cette table, toutes sortes de médicaments traitant différents maux sont exposés. Cette jeune dame dit être venue s'en a procuré. Ici, disons, c'est ma pharmacie. Quand j'ai mal au ventre, je viens ici, je demande à la vendeuse. Elle me prescrit les médicaments de maux de ventre et puis maux de dents. Et quand je m'en vais à la maison, je prends les médicaments. En tout cas, ça me soulage. Je n'ai pas besoin d'aller à la pharmacie pour aller payer les médicaments ou à l'hôpital pour aller payer les médicaments. Tout comme elle, nombreuses sont ces personnes qui s'adonnent à l'automédication. Quand je ne me sens pas bien, je vais voir les femmes qui sont en bordure de route qui vendent les médicaments par terre. Maintenant, je leur donne le nom de médicaments dont j'ai besoin. Et puis quand je prends ces médicaments, ça me guérit pas. Surtout quand je suis beaucoup fatigué comme ça. Voilà, quand je prends ces médicaments, je me retrouve. Certains vendeurs de médicaments se transforment parfois en médecins. Quand le client vient, il me dit son cas. Et c'est surtout pour les hémorroïdes, quoi. Les bouillonnements de ventre, et surtout constipé. Voilà, donc par rapport à ce qu'il m'explique, donc j'essaie de voir ce qu'il veut donner. Si quelqu'un vient, il explique j'ai maux de tête, j'ai froid ou bien j'ai pâli, on donne le médicament là. Après maintenant il dit docteur, j'ai pris ton médicament, ça va et moi. Il y a d'autres mecs qui disent si on s'en va à la pharmacie, on s'en va payer le médicament, mais ça va pas à nous. Mais si on paie avec vous, ça va à nous. L'automédication est un traitement pharmaceutique fait par un patient sans l'avis d'un médecin ou d'un pharmacien. J'ai une amie qui avait des douleurs de ventre. Elle a pris des médicaments sans consulter un médecin. Et son cas s'est aggravé très rapidement. On a eu recours à une clinique pour la secourir. En tant que pharmacien, nous faisons des conseils pour orienter les patients, les malades, et leur demander de prendre les médicaments de telle manière en fonction du mal dont ils souffrent. Par exemple, quelqu'un peut venir pour des céphalées, mal de tête. Lui, son problème, c'est juste le mal de tête, mais peut-être qu'il est en train de développer une hypertension, peut-être qu'il est en train de souffrir des yeux. Et quand le mal est un peu trop compliqué, on l'oriente vers un médecin pour une analyse plus poussée. Pour certains spécialistes, plusieurs raisons justifient la prise de médicaments sans prescription médicale. Il s'agit notamment de l'intensité des douleurs des malades et le manque de moyens financiers. Et pourtant, l'automédication n'est pas sans conséquences sur la santé. Les risques encourus sont nombreux. Les risques sont divers et ils sont fonction aussi des sujets. Donc, il y a des risques qui sont liés, par exemple, à l'âge. Donc, les âges extrêmes de la vie, ça peut être chez les nourrissons ou chez les vieillards. Il y a des risques qui sont liés au terrain, ce que nous appelons le terrain. Ça peut être les femmes enceintes, ça peut être des sujets souffrant de pathologies chroniques graves comme l'hypertension, le diabète, l'obésité. Il y a des risques aussi qui sont liés à l'observance ou déjà à un traitement en cours. Donc, c'est le cas souvent des antibiotiques qui sont pris de façon intempestive en dehors de toute pathologie. Les risques peuvent être brutaux à type d'allergie, à type d'intoxication ou beaucoup plus insidieux et évoluer de façon chronique comme une intoxication au long cours, une dégradation des organes de filtration, le rein, le foie
ou même entraîner une modification d'un traitement en cours, donc se révéler toxique pour celui qui éventuellement prendrait ces médicaments. Selon une étude menée par le Programme national de développement de l'activité pharmaceutique, sur 418 patients âgés de 15 à 60 ans, plus de 37% ont fait de l'automédication. Alors, pour lutter contre ce phénomène, le programme fait des propositions. Il est question d'améliorer la carte sanitaire pour rapprocher les hôpitaux, les dispensaires, les instituts sanitaires des populations, de sorte à ce qu'elles puissent effectivement consulter avant d'avoir accès aux médicaments. Il y a également la stratégie qui consiste à faire en sorte que le médicament ne soit disponible que dans le système sanitaire légal. S'entend légal, c'est-à-dire dans le secteur public et le secteur privé. Je crois que quand vous allez à l'hôpital, avant de pouvoir aller à la pharmacie de l'hôpital, vous voyez d'abord le médecin. Et quand vous allez à l'officine de pharmacie, avant d'avoir accès aux médicaments, le pharmacien vous demande soit votre ordonnance, soit vous écoute pour savoir la pertinence ou la nécessité de vous délivrer tel ou tel autre médicament. L'automédication est une pratique à bannir. Il convient de se faire consulter ou d'avoir l'avis des médecins pour une meilleure prise en charge médicale. Seul gage d'une guérison sûre et d'une bonne santé. Voilà, c'était le dossier du jeudi proposé par le service aux sociétés de la rédaction, dossier signé Grâce Kando. Aoussou Kwadjo-Jano, ministre d'État auprès du président de la République, était hier au fauteuil blanc du quotidien Nouveau Réveil. Face à la presse nationale et internationale, il a répondu à toutes les questions d'actualité, notamment l'appel de Daokro, le procès des Pro-Gbagbo, le dialogue politique. On fait le point avec Michel Dicry. Le 6e occupant du fauteuil blanc du quotidien Nouveau Réveil n'a pas dérogé aux règles du jeu de ce grand oral face à la presse et à la classe politique dans toute sa diversité. Répondre à toutes les questions, même à celles qui fâchent. Et c'est sur une question qui fâche certains militants du PDCI-RDA que les journalistes passent à l'offensive. Ces derniers rapportent que certains militants du PDCI estiment que l'appel de Daokro serait contraire aux résolutions du dernier congrès du parti. Le ministre Aoussou Jano au contre-attaque. Il y a des résolutions du congrès, mais la politique s'est faite dans un contexte particulier. Et les résolutions du Congrès ne sont pas statiques. Il faut tenir compte de l'évolution de la situation politique. Et nos statuts disent que le président du parti inspire la ligne de politique du parti et il prend les décisions utiles. Au fur et à mesure que nous expliquons, les uns et les autres comprennent l'appel de Daokro, qui, je précise, est un appel à 3 volets. 1. On soutient la candidature du président Alassane Ouattara, candidature unique. 2. On va au parti unifié. 3. L'alternance. L'assurance du ministre Aoussou Jano ne déroute pas les journalistes qui ouvrent une autre brèche, celle du procès des Pro-Gbagbo, qui selon eux serait un procès politique. Aoussou Jano recadre les débats. Tous ceux qui ont été accusés, qui sont mis en cause, qu'ils aient à la justice. Et moi, je fais confiance à la justice. Parce que les magistrats sont les mêmes magistrats qui sont là. En tout cas, pour l'essentiel, c'est les mêmes magistrats qui sont là, sous tous les régimes. Ils font un effort pour faire leur travail. Faire confiance en la justice et croire en la réconciliation entre les Ivoiriens, c'est sur cette note d'espoir que le ministre Aoussou Jano clôt ce face-à-face avec la presse. La situation s'est fondamentalement décrispée et pour moi la réconciliation avance et on ne peut pas dire qu'on a terminé la réconciliation, on a atteint l'objectif puisque c'est un idéal. Si notre passé récent nous a divisés, l'avenir lumineux de notre pays doit nous réunir, doit nous rassembler. Le fauteuil blanc du Nouveau Réveil est une tribune d'échange ouverte à toutes les sensibilités politiques pour décortiquer sans faux fuyant les sujets d'actualité en Côte d'Ivoire.
33 délégations du Rassemblement des Républicains sont en tournée d'explication. Elles se prononcent sur l'appel de Daoukro, appel à soutenir la candidature unique du président Alassane Ouattara à la présidentielle de 2015. Voyons l'étape d'Abobo avec une des cadres du RDA, Kandia Camara, Kade Ouattara, Abou Sanogo pour le reportage. Inviter les populations de la commune d'Abobo à soutenir l'appel de Daoukro. C'est le sens de la tournée d'explication initiée par la direction du Rassemblement des Républicains. À cette occasion, Kandia Kamisoko Kamara, membre de la direction du RDA, a invité les militants de son parti à s'approprier l'appel de Daoukro qui, selon elle, permettra au président Alassane Ouattara d'achever les nombreux chantiers de développement de la Côte d'Ivoire. Le président de la République a remis le pays sur les rails. Il a repositionné la Côte d'Ivoire. Il a mis la Côte d'Ivoire sur orbite. Le président Henri Konan Bédié a demandé à tous les militants et à toutes les militantes de tous les partis politiques du RHDP de soutenir la candidature d'Alassane Ouattara pour que Alassane Dramane Ouattara soit l'unique candidat du RHDP à l'élection présidentielle de 2015. C'est un appel à l'union des filles et des fils du RHDP, mais l'union de tous les Ivoiriens autour de son Excellence Alassane Ouattara pour partir la Côte d'Ivoire, pour conduire la Côte d'Ivoire à l'émergence. Au cours de cette mission de promotion et d'explication sur les enjeux de l'appel de Daoukro, Kandia Camara était accompagné de la présidente des femmes républicaines, des présidents de jeunesse et des élus et cadres du Rassemblement des Républicains. Le RPCI, Rassemblement du peuple de Côte d'Ivoire, a désormais un représentant dans la région de l'Indénié-Duablin. Son nom, Faustin Aka, il a pour mission de faire connaître à la population de cette région la vision du RPCI, à savoir la valorisation de la démocratie en Côte d'Ivoire. Konaté Moussa, Herman Niamien. Le RPCI, Rassemblement du peuple de Côte d'Ivoire, se déploie sur le territoire national en vue de ses futures activités. Première étape de cette action à Bengourou, où Faustin Adjoumane Aka est investi, délégué régional du parti de l'Indénié-Duablin. Sa mission, faire valoir les idéaux du RPCI dans la localité. Je pourrais mener des actions pour implanter le parti dans cette région, en allant vers la population, en allant vers les sympathisants, en allant vers peut-être ceux qui ne savent pas où aller encore dans des partis politiques. Je leur dirais de venir et avec le RPCI, nous pouvons obtenir la paix, le progrès et l'épanouissement. Le RPCI est un parti politique né du PPS, Parti pour le peuple et le socialisme, et de l'Union des sociaux-démocrates. Son actuel président Bamba Mori Ferré invite les populations à adhérer à la vision du RPCI, à savoir la valorisation de la démocratie. Notre objectif fondamental, c'est d'enraciner la démocratie en Côte d'Ivoire et de consolider cette démocratie, que la belligérance soit totalement éliminée de notre pays. Et cela est possible si nous allions vers les valeurs démocratiques. Selon le professeur Bamba Mori Ferré, le RPCI donnera sa position sur sa participation ou non aux futures élections présidentielles à l'issue d'un congrès qui se tiendra dans les jours à venir. Voilà, et en culture, le Salon international du livre d'Abidjan est ouvert, vous le savez, depuis hier. Le livre au cœur de l'émergence est le thème de cette 7e édition qui s'achève le 9 novembre prochain. Et pour ce deuxième jour, nos reporters ont pu constater la mobilisation de tous les acteurs du livre. On en reparlera dans nos prochaines éditions. Discorp Africa 2014 a ouvert ses portes hier en Afrique du Sud. La Côte d'Ivoire, invitée d'honneur à ce marché de l'audiovisuel, est représentée par une délégation de professionnels du secteur, délégation conduite par la ministre de la Communication. Foussiata Bamba Lamine a fait la promotion de l'industrie audiovisuelle et cinématographique ivoirienne. Envoyé spécial en Afrique du Sud, Christelle Mena. La Côte d'Ivoire est de retour. La formule consacre la participation du pays à ce Discorp Africa 2014 en tant qu'invité d'honneur. Conduisant ce grand retour sur la scène audiovisuelle et cinématographique, la ministre de la Communication à la tête de la délégation ivoirienne. Une délégation composée de professionnels de l'audiovisuel et du cinéma.
Pour tous, Discope Africa est une vitrine internationale de choix pour valoriser les fictions et le riche patrimoine audiovisuel ivoirien. La Côte d'Ivoire est réellement à l'honneur, avec évidemment aussi la possibilité pour les producteurs de pouvoir vendre leurs productions. J'en suis très heureuse. Visite de stand, dîner gala et conférence Spotlight Côte d'Ivoire ont rythmé cette première journée de promotion. Interlocuteurs principaux de la conférence Focus Côte d'Ivoire, Afoussiata Bambalamine, Amadou Bakayoko, directeur général de la RTI, et Claire Elvire Begré-Anoma, productrice. Ils ont tour à tour promu le pays au-delà de ses atouts touristiques reconnus comme la plateforme montante de production audiovisuelle de qualité. Il a été aussi question lors de cette conférence de transition numérique et de libéralisation de l'espace audiovisuel ivoirien, deux processus jugés indissociables par la ministre. Deux tournants importants que la Côte d'Ivoire devra bien négocier pour se positionner durablement comme le hub audiovisuel et cinématographique de l'Afrique francophone. Un message essentiel pour la chef de la délégation ivoirienne. La Côte d'Ivoire est l'un des pionniers en matière cinématographique et audiovisuelle. Rien que 3 ans après la crise que nous avons connue, la Côte d'Ivoire est vraiment revenue sur le plan d'abord sous-régional et je pense au plan aussi international. Dernier temps fort de ce premier jour, la soirée gala, occasion supplémentaire de valorisation de la Côte d'Ivoire devant un parterre de personnalités internationales de l'audiovisuel et du cinéma. C'est un événement qui se prépare, la 16e édition du Chandelier d'Or, soirée de distinction des serviteurs de Dieu, des hautes personnalités et de remise d'Oscar aux artistes musiciens chrétiens se tient le 8 novembre prochain à l'hôtel communal de Cocody. Voyons tout juste les enjeux avec notre reporter Serge Coléa. Soirée religieuse de prestige, le Chandelier d'Or reste fidèle à sa tradition. À travers le thème Émergence, la Côte d'Ivoire arrive. Le groupe Emmanuel Presse, dirigé par Yves Diké, s'inscrit dans la vision du chef de l'État et place la 16e édition du Chandelier d'Or sous le sceau du mérite et de l'excellence. Honorer les chantres aux musiciens chrétiens et les serviteurs de Dieu qui se sont démarqués dans leurs domaines respectifs, mais aussi distinguer les hautes personnalités qui au quotidien tracent les sillons du développement de la Côte d'Ivoire. Cette année, l'initiateur du Chandelier d'Or, cette tribune spirituelle qui vise à proclamer l'évangile à toute la nation, annonce 5 lauréats du prestigieux prix Chandelier d'Or. 3 serviteurs de Dieu seront révélés à la face du monde pour avoir fait preuve d'exemplarité dans l'exercice de leur sacerdoce. Une école publique d'excellence et un groupe musical chrétien seront également à l'honneur. Tous les serviteurs de Dieu qui ont reçu sur la tribune du Chandelier d'Or sont d'office invités à cette cérémonie. Venez en présence du représentant de l'État, en la personne de notre parrain, le ministre d'État Ahmed Bakayoko. Nous allons rendre un hommage mérité à tous ceux qui ont travaillé depuis des années durant pour former des citoyens de cette nation, aussi bien au plan intellectuel que spirituel. Le Chandelier d'Or a été créé en 1998 pour apporter à la lumière de la Bible des solutions aux problèmes de la société. L'édition 2014 du Chandelier d'Or a lieu le samedi 8 novembre 2014 à l'hôtel communal de Cocody. À l'occasion de la célébration de l'Ashura qui commémore le martyre de l'imam El-Hussein, petit-fils du prophète de l'islam, l'association Al-Gadir a organisé hier dans la commune de Makori une cérémonie religieuse et une opération de don de sang. L'objectif est de rendre hommage à l'imam El-Hussein, mais aussi prier pour la cohésion et la paix en Côte d'Ivoire, comme nous l'explique Konepa Gassoro. Chant liturgique et lecture coranique. Nous sommes au complexe Al-Zahra de Makori. L'association Al-Gadir de la communauté musulmane libanaise chiite célèbre l'Ashura, événement qui commémore l'assassinat de l'imam El-Hussein, petit-fils du prophète de l'islam et plusieurs de ses proches dans le désert de Kerbala en Irak. On commémore 7 jours pour lancer un appel pour tout le monde. Restez collaborer avec fraternité, car nos buts, c'est que Dieu nous bénisse et que Dieu nous mette toujours au bon chemin. Le ministre d'État, ministre de l'Emploi, des Affaires sociales et de la formation professionnelle de Moussa, par ailleurs parrain de cette cérémonie, exprime la solidarité du gouvernement, mais aussi celle de son ministère à la communauté libanaise. La délégation qui m'accompagne et moi-même
avons été très touchés par la qualité de l'accueil qui nous a été réservé. C'est ainsi pour moi le lieu de vous réaffirmer mon soutien et de vous encourager à persévérer dans la commémoration annuelle de l'Achoura. Après plus de 13 siècles, l'Achoura est toujours célébrée par la communauté musulmane chiite. Elle est le symbole de la victoire du bien sur le mal, mais aussi le triomphe du sang sur l'épée. Une opération dans le sang, donc, en vue de sauver des vies humaines. En l'honneur de l'imam Hussein, et surtout en l'honneur des malades que ce sang peut les sauver, et que nous participons chaque année à donner ce sang. Don de sang auquel a participé le ministre d'État Dosso Moussa et ses collaborateurs. Pour rappel, l'Achoura est célébrée le 10 du premier mois de l'Égypte par la communauté musulmane chiite. Et on l'a appris aujourd'hui, le sélectionneur de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire a publié aujourd'hui une liste de 24 joueurs pour les matchs décisifs Côte d'Ivoire-Sierra Leone et Côte d'Ivoire-Cameroun. Et la bonne nouvelle, c'est que Didier Zokora et Maestro Kolo Touré retrouvent les éléphants pour ces 2 derniers matchs comptant pour les éliminatoires de la CAN 2015. Récit Ange Assoukro. Didier Zokora Maestro et Habib Kolo Touré réintègrent la troupe des éléphants pour les 2 matchs Côte d'Ivoire-Sierra Leone et Côte d'Ivoire-Cameroun des éliminatoires de la CAN 2015. Présents tous les 2 au Mondial 2014 au Brésil, les 2 défenseurs n'avaient pas été appelés par Hervé Renard depuis le début des qualifications pour la CAN 2015. Didier Zokora Maestro avait même annoncé sa retraite internationale. Il évolue dorénavant à Akisha Belediyespor, une équipe de première division turque qui pointe à la 3e place du classement derrière Fenerbahçe et Galatasaray après 8 journées. Maestro, qui compte le plus grand nombre de sélections en équipe nationale, a accepté de revenir prêter main forte aux éléphants qui éprouvent quelques difficultés en défense. 10 buts encaissés en 4 matchs lors des éliminatoires de la CAN 2015. Avec lui, le retour de Habib Kolo Touré, qui a réussi une prestation remarquable avec Liverpool devant le Real Madrid en Champions League. Hervé Renard décide donc de jouer la carte de l'expérience pour les 2 dernières rencontres des éliminatoires. La liste de 24 du Français compte quelques nouveaux tels Serge Wilfried Canon du HFC ADO Den Haag aux Pays-Bas et Adama Traoré du Vitória Guimarães du Portugal en défense et Cheikh Doucouré du FC Metz au milieu de terrain. Absent de cette liste, Arthur Boka et Seydou Doumbia, le buteur du CSKA Moscou. Voilà, c'est ici que l'on s'arrête pour ce 20h. Merci à vous tous de votre aimable attention.